Je m'appelle Jules Finzan. Et vous êtes né où et quand? Alors, je suis né à Varsovie le 18 mai 1922. Votre père s'appelait? Mon père s'appelait Meller Finzan Et votre mère? et ma mère Ides Lichtinger, de son nom de jeune fille. Et votre père exerçait quelle profession? Il a exercé différentes professions parce que dans ma jeunesse, nous nous sommes pas mal déplacés. Lorsque, à l'âge de pas tout à fait 4 ans, mes parents ont quitté la Pologne en direction de la Palestine à l'époque, en 1925. Donc les professions qu'il a exercées d'abord en Palestine et après, nous ne sommes pas restés longtemps car mon frère, ma sœur et moi, nous sommes tombés malades tous les trois à Haïfa, dans le nord d'Israël. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'hôpitaux. La médecine était très pauvre. Et nous étions obligés de quitter le pays. Donc, nous ne voulions pas retourner en Pologne, puisqu'il a quitté à cause de l'antisémitisme. Nous sommes partis en Belgique. C'est là que j'ai grandi. Alors mon père, qui était tailleur, en fait, au départ, en Belgique, il était obligé de changer de métier. Et là, il a commencé à faire des marchés à Anvers et dans les environs. Et donc, juste avant la guerre, vous habitiez Anvers, vous habitiez la Belgique. Oui, c'est d'ailleurs, moi j'ai grandi, je suis allé, j'ai fait mes études là-bas, l'école professionnelle. Et lorsque la guerre a éclaté en 1940, la Belgique a été envahie par les Allemands. Nous sommes venus nous réfugier en France. Vous avez franchi la frontière, Nous sommes venus comme réfugiés. D'accord, vous êtes venu comme réfugié et vous êtes arrêté à quel endroit? C'est-à-dire, à cette époque, l'époque de l'Exode, les trains qui venaient de Belgique, tous les trains transportaient des réfugiés qui venaient vers la France. Beaucoup de Belges, à part les Juifs, beaucoup de jeunes Belges quittaient pour ne pas être enrôlés dans l'armée allemande. Et ces trains voyageaient constamment tant qu'ils ne pouvaient pas trouver un endroit où on s'occupait des réfugiés. Nous sommes donc descendus jusque dans le sud de la France, jusqu'au Tarn-et-Garonne, et c'est dans la ville de Moissac que nous avons été pour la première fois recueillis par la mairie et les maires et les conseillers qui se sont beaucoup occupés de nous, qui avant notre arrivée déjà ont trouvé où nous héberger. Et c'est comme ça que nous avons abouti dans la commune, à la campagne, la commune de Lizac, où nous étions déjà à l'époque une famille de 7 personnes, car j'ai 2 frères et une sœur qui sont nés à Anvers. Vous étiez plusieurs familles de réfugiés? Oui, il y avait beaucoup, oui, pour la petite commune que c'était Lizac, nous étions bien une vingtaine de familles. Aujourd'hui, il y a une stèle près de la mairie de Lizac qui rappelle cette époque où les habitants de Lizac, avec le conseil municipal, le maire, ont accueilli les réfugiés venant de Belgique. Et votre famille donc était d'origine polonaise, et c'était une famille religieuse, il y avait une forte pratique religieuse chez vous? Pas traditionnelle plutôt. Oui. Ma mère, elle était très pieuse, c'est-à-dire elle menait une cuisine cachère à la maison. Elle ne permettait pas qu'on amène du porc, du jambon. Elle savait bien que nous on aimait ça, qu'on en mangeait, mais elle nous disait toujours, vous en mangez si vous voulez, mais pas dans la maison, mangez-les dehors. Oui. Par contre, le Shabbat, la bénédiction, vendredi soir du Shabbat, toutes ces choses-là se sont faites tout le temps, même à la campagne. Elle allumait les bougies et elle faisait la bénédiction. Vous ne fréquentiez pas beaucoup la synagogue, par exemple? Là-bas, il n'y avait pas de synagogue. Il y avait un endroit où on se réunissait. Il y avait avec nous un rabbin qui officiait, mais
Nous n'étions pas tellement pratiquants. Donc vous aviez 18 ans en 1940. Vous aviez fait des études. Vous étiez Oui, j'ai étudié en Belgique. en Belgique, à Anvers, à l'école professionnelle. J'ai étudié l'électronique et l'électricité générale. Est-ce que votre famille était, on dit que religieusement, elle était, disons, votre mère était pieuse, etc. Est-ce que votre famille était politiquement très engagée, très informée, très... Non, mais mon père était un homme qui lisait beaucoup. Nous avions quand même, nous étions très, malgré qu'on n'était pas religieux, donc nous devions connaître l'histoire, la Bible. Vous voyez, à part l'école communale que j'ai fréquentée à Anvers, je suivais également dans une école talmudique pour connaître le yiddish, qui est ma langue maternelle, pour savoir lire et écrire, à part de parler, et également l'hébreu. J'ai fréquenté une école hébraïque où on apprenait l'hébreu moderne. Mais il n'y avait pas d'engagement politique proprement parlé. Sioniste. Sioniste. Mon père était un sioniste de gauche. Sioniste de gauche. Oui. Très engagé. Enfin, Ben oui, du fait que déjà il était un chaloutz. Vous savez, il a grandi, mon père, les photos de l'époque d'avant-guerre, bien avant-guerre, quand il était jeune, où il était habillé comme chassid. Vous savez, avec les paillettes et tous les... C'est un vêtement quand même un peu typique. Quand il a grandi, quand il est devenu adulte, il a changé, il a coupé ses paillettes et il est devenu sioniste. Il est devenu chaloutz, c'est-à-dire... il avait des idées pour aller en Palestine. Et effectivement, nous sommes partis. Moi, j'étais très jeune, comme je viens de le raconter, quand nous avons quitté la Pologne pour la Palestine de l'époque. donc en 1940, vous vous retrouvez à Moissac. Quand est-ce que vous avez senti les premières mesures de discrimination, le statut des Juifs, les discriminations raciales, etc. Est-ce que vous avez senti... À l'Isaac. Vous savez, à l'Isaac, c'était très curieux parce que les fermiers, les paysans en général, souvent, ne savaient pas ce que c'est un Juif. Nous, étant donné qu'on avait besoin de bras dans les campagnes, il y avait beaucoup de prisonniers de guerre. Donc, on allait travailler, on allait faire des journées chez les paysans. Et après le travail, à table avec eux, on discutait, on mangeait ensemble. Et ils étaient étonnés d'apprendre que nous n'étions pas comme les autres Belges, que nous étions d'origine polonaise et que nous étions des Juifs. Et souvent, on nous demandait, mais Juif, ça consiste en quoi d'être Juif? Vous voyez, alors, ils ne pouvaient pas être antisémites, ils ne savaient même pas ce que c'était un Juif. Mais les lois raciales de Vichy... Les lois, dès octobre 1940, à la mairie, il y avait affiché les premiers décrets qui ont été promulgués par le gouvernement de Vichy, qui consistait à ce que les Juifs devaient se présenter à la mairie et se faire recenser. Mon père, le jour même où ça a été affiché, le premier jour, il s'est présenté à la mairie et il nous a recensés tous les 7, nos parents et tous les enfants. Pour lui, il n'était pas question de ne pas le faire. C'était la loi, il a donc... Et c'est suite à ces recensements, à cette inscription à la mairie, quand le 6 mars 1942, 2 gendarmes se sont présentés chez nous, très tôt le matin, et il y avait une liste sur laquelle il y avait mon père, mon frère et moi, nous 3, parce que les autres, c'était des petits-enfants encore. Ils nous ont arrêtés et ils nous ont emmenés près de Caussade, dans un camp de travail dans la commune de Sept-Fonds, où il n'y avait que des Juifs qui étaient internés. Nous étions internés, vous savez, c'était un camp rien de comparable avec le camp que nous avons connu après, que j'ai connu en Allemagne.
car on avait même parfois de permission de partir avec notre vélo, vous voyez. Seulement, c'était quand même un camp dans lequel le travail que nous faisions rimait à rien. On nous faisait déplacer des choses d'un endroit à l'autre pour nous occuper. Alors qu'on nous a arrachés de l'Isaac, là où on faisait un travail utile chez les paysans. Là, pardon, là, à Sept-Fonds, nous sommes restés 6 mois internés jusqu'à fin août. Et en fin août, le camp a changé, les gendarmes étaient remplacés par des gardes mobiles, et je me suis trouvé sur la première liste pour être emmené, je ne savais pas à l'époque où, on m'a emmené vers le nord, et dans la région parisienne, j'étais interné à Drancy. Vous avez pris, on vous a mis dans un train, comment ça s'est passé? Oui, dans un train à bestiaux. C'était un voyage qui, je me rappelle, a duré même assez longtemps. Parce que pour monter du Midi vers Paris, normalement, ça a duré 3 jours, je me rappelle, dans des wagons à bestiaux. Toujours pas comparable à ce voyage qu'on allait faire après. Mais enfin, c'était pénible comme voyage. Cette arrestation, vous ne vous y attendez pas du tout? Absolument pas. Absolument. C'était Donc vous une n'avez pas surprise. cherché ni à vous cacher, ni à quoi que ce soit. Ben non, si on avait su, bien sûr, qu'on serait caché, on n'avait pas besoin de faire d'efforts pour se cacher. Je suis persuadé, il y a plusieurs voisins, les paysans, les fermiers avec chez qui on travaillait, mais s'ils avaient su qu'on risquait de se faire la vie, en fait, puisque au bout, il y avait Auschwitz, Birkenau. Je crois même, je peux vous dire que je crois même que les gendarmes qui sont venus nous chercher, c'était des gendarmes, des fils des paysans. Même eux, s'ils avaient su que c'était pour nous tuer, pour nous emmener vers des chambres à gaz, ben je suis persuadé qu'ils ne nous auraient pas arrêtés. Donc vous êtes arrivé à Drancy, à quel moment? Je suis arrivé le 24 août. Et vous étiez seul, là? J'étais seul. Mon frère, quand les gardes mobiles sont arrivés à Sept-Fonds, il s'est évadé. Et à ce moment-là, on a senti qu'il y a quelque chose de pas très agréable pour nous qui se prépare. Donc lui, il s'est évadé. Il a été recherché par la gendarmerie. Il a quitté cette région. Il s'est déplacé jusqu'à Marseille. Et là, il a rejoint la résistance. Il a fait la résistance jusqu'au bout de la guerre. Il n'a pas été repris. Enfin, il a été repris, mais à chaque fois, il a réussi de s'évader. Mon père, à cette époque, n'était pas encore sur la liste. Donc moi, j'étais déporté seul. Le 28 août. Était resté? Non, mon père et ma mère, ils sont venus chercher ma mère. Après, ils sont allés chercher ma mère à la campagne. Et ensemble, ils étaient... Moi, j'étais déporté par le 25e convoi, eux par le 27e, une semaine après. Ils ont repris le même chemin. Et alors, à Drancy, c'était... Comment c'était? À Drancy, c'était déjà, vous savez, là c'était déjà un camp où la souffrance était autre que dans le Midi. Car il y avait beaucoup de gens qui se suicidaient. Tout le jour, il y avait des convois qui partaient. Et lorsque les listes de noms qui étaient lues pour ceux qui devaient partir, pour qu'ils se préparent, il y avait des femmes, surtout des femmes, qui montaient en haut, vous savez, c'était assez haut, 4 étages qui valaient bien 5 parce que c'était haut des plafonds. Il y a des femmes qui se sont jetées du fait, ils ne savaient pas où on allait. Personne ne savait ce qui nous attend. On s'imaginait que c'était grave. Mais tout ce qu'on s'était imaginé, c'était encore pire. Car tous ces transports partaient, la plupart, vers des chambres à gaz. Et ça, on ne se doutait absolument pas. Et personne, parmi ceux qui vous gardaient, etc., ne savait quoi que ce soit? Il y en a peut-être qui savaient, qui ne le disaient pas. Et lorsque quelqu'un disait, parce que, vous savez, la radio, à l'époque, la radio Londres mettait en garde
Nous, on n'a pas écouté, on ne le savait pas, mais parfois, on a entendu vous savez, des rumeurs. Et parmi ces rumeurs, il y avait aussi qu'il y avait des chambres à gaz, je me rappelle, ça c'était... Et nous, on considérait ça comme de la propagande, que ça ne pouvait pas être vrai. On n'y croyait pas. Donc vous avez quitté Drancy par le convoi. Le 28 août, Oui. par le convoi 25. Et vous êtes arrivé On a fait un voyage de 3 jours. 3 jours. Ces voyages, c'était, vous savez, je crois que je peux dire que lorsque nous sommes montés dans ces wagons à bestiaux, Auschwitz n'a pas commencé à Auschwitz. Auschwitz a commencé dans les wagons. C'était quelque chose d'épouvantable. Ils ont rempli ces wagons. On était serrés. Et alors il y avait des enfants, il y avait des vieillards, il y avait des malades. Des gens se sont écroulés, se sont évanouis. Il faisait une chaleur horrible. Les wagons sont restés très longtemps exposés au soleil. Le mois d'août, c'était une année exceptionnellement, il a fait très très chaud. Tapant sur le toit, à l'intérieur, je peux vous dire, c'était un four. Les enfants pleuraient, appelaient de l'eau. Au départ, il y avait de l'eau, il y avait un seau d'eau, mais avant que les convois ne démarrent, déjà, le seau d'eau était épuisé. Et il y avait un deuxième seau, par contre, d'urine, qui était plein. Et pour nous, c'était très pénible, pas seulement parce qu'aussi on avait soif, mais entendre ces enfants crier et pleurer, de l'eau à boire, mais ça s'ajoutait à notre soif encore. Ça, c'était, je peux vous dire, malgré que ça fait plus de 60 ans, c'est quelque chose qui reste dans ma mémoire. Dans ma mémoire, parfois, quand je me réveille la nuit. Pendant ces 3 jours, j'ai l'impression de les entendre, ces cris, encore. Et dans le wagon où vous étiez pendant ces 3 jours? C'était horrible. Les gens sont écroulés. Moi, j'avais 20 ans. Je restais debout le plus longtemps possible. Vous savez, une personne allongée prend plus de place que debout. Chaque fois que quelqu'un tombait, on aidait à s'allonger, parce qu'il ne pouvait pas tomber, tellement on était serrés. Mais plus les gens tombaient, plus nous étions serrés. Je peux vous dire que la première fois, au 4e jour, au petit matin, lorsque le convoi s'est arrêté tout doucement, et que les portes coulissantes se sont ouvertes, nous étions tous couchés, tous. Tout le wagon, les uns sur les autres, pêle-mêle, imbibés d'urine et des excréments. Il faisait quand les portes se sont ouvertes et qu'on a senti enfin de l'air. Il y avait une odeur dans ce wagon qui était épouvantable. Et c'est là que j'ai entendu pour la première fois des appels en allemand. Parce qu'à Drancy, je n'ai pas seulement pas entendu l'allemand, la langue allemande. Je n'ai même pas vu un allemand. Tout était géré par la gendarmerie française. J'ai pour la première fois entendu appeler par de porte-voix des hommes, on appelait, de 18 à 40 ans, sortez des wagons. La plupart des hommes de cette tranche d'âge ne sont pas sortis parce que la plupart, c'était des familles entières. Les parents n'ont pas voulu quitter les enfants, leurs femmes, et les enfants, les fils, qui avaient 20 ans, comme moi, n'ont pas voulu quitter leurs parents. Moi, j'étais seul, célibataire, mes parents n'étaient pas avec moi, je suis donc sorti du wagon. D'après les statistiques, d'après du papier que je retrouvais après la guerre, je sais que nous étions 71 sur 1000. Il y avait 1000, et notre convoi, le 25e, il y avait exactement 1000. C'était toujours autour de 1000, un peu plus, un peu moins. Mais le nôtre, exactement, il y avait 1000 personnes, enfants tout compris. Et 71 hommes sont sortis des wagons. Et aussitôt sortis, c'était des cris « Hinsetzen », qui veut dire « assis ». Il fallait s'asseoir immédiatement. Comme je comprends l'allemand, je me suis donc assis. Ceux qui ne comprenaient pas ont reçu immédiatement des coups de gourdin. Mais alors, vous savez, c'est là qu'on a appris, pour la première fois,
que lorsqu'un ordre est donné, qu'il faut s'exécuter immédiatement. C'est là qu'on s'est rendu compte que nous sommes dans l'enfer. Immédiatement, il fallait être assis sur ça, on recevait, vous savez, des coups. On pouvait rester estropié sous les coups qu'ils donnaient. Et vous avez été affecté à un travail? Oui, mais là d'abord, ils ont refermé les portes des wagons et le train est parti. Et nous, une fois le train parti, on s'est levé, on nous a fait lever. Il y a un civil avec des SS, c'est là que j'ai vu pour la première fois des SS. Ils sont passés devant chaque personne, chaque déporté, lui demandaient son nom et sa profession. Et le civil, il le marquait sur un registre. Après, ils nous ont divisés par petits groupes et envoyés dans différents camps. Nous ne le savions pas encore à ce moment-là, ce qui est arrivé avec les autres, mais nous l'avons vite appris. Nous l'avons appris par les déportés que nous avons rencontrés, les déportés polonais. Parce que dans le camp, la majorité des détenus, c'était des juifs polonais. Nous étions en Pologne. Et la langue courante dans le camp, c'était le yiddish. Pour moi, c'était une chance, puisque c'était ma langue maternelle, pour ceux qui parlent le yiddish. C'était très important. Les juifs grecs ou hollandais, eux qui ne connaissaient pas le yiddish, ils ont souffert de ce fait de ne pas connaître cette langue. Moi, j'ai eu des camarades hollandais qui sont devenus mes amis, qui se sont approchés de moi pour que je traduise, pour que je leur explique ce qui s'est dit. Vous étiez combien dans ce camp? Le premier camp, on n'était que 300. C'est là, la première fois à l'appel, j'entends en yiddish un déporté. J'entends parler de gaz, que tous les autres sont gazés. Je me dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, lui, il est venu, il a été sélectionné déjà à Birkenau. Et là-bas, il a appris ce qui est arrivé avec sa famille. Alors, c'est là que j'ai appris que les gens, tous ceux qui étaient dans le convoi a continué et entré dans le camp. Et sous prétexte d'hygiène, ils étaient emmenés vers des douches. Ils en avaient besoin. Ils avaient soif. Ils se sont même précipités. Parce qu'ils avaient soif, ils se sont dit, on va boire de l'eau de la douche. Et là, on les a pratiquement... Notre convoi, je le sais maintenant, je l'ai su à la rentrée, j'ai su notre convoi, en fait. 71 hommes ont été sélectionnés, autosélection, en descendant du wagon. Et tous les autres, 929 du 25e convoi, ont tous été gazés. Le jour même, il n'y a pas eu d'autre sélection. La sélection, c'est ceux qui restaient debout et ceux... Oui. Et voilà. Tous les autres, hommes, femmes, enfants, tous, quelques heures après leurs cendres, ont été éparpillés à Birkenau dans les marais. Et vous avez été affecté... Moi, j'étais affecté dans un camp... Qui s'appelait où c'était un camp qui n'était pas très grand, il n'y avait que quelques baraques. On n'était que 300 d'abord, et on travaillait sur une autoroute, ça s'appelait Sacro, ce camp. Nous sommes restés 1 mois à peu près. Et j'ai travaillé dans une forge avec un Meister, c'est un Allemand qui était contremaître, chef d'équipe, et 2 jeunes Polonais qui chantaient tout le temps des chansons en allemand, parce que c'était en Silésie. Les Polonais en Silésie parlent allemand, parce que c'est pas loin de la frontière, et en plus, la culture polonaise est très proche de l'allemande, il y a beaucoup de bilingues. Et aussi, les Allemands ont considéré les Polonais de cette région comme des Volksdeutsche. Et ils les ont enrôlés dans l'armée allemande. Et c'est pourquoi ils chantaient des chansons militaires en allemand. Ils avaient un statut un peu privilégié. Absolument. Ils étaient privilégiés par rapport aux autres Polonais. Seulement, ils étaient enrôlés dans l'armée. Ils attendaient ces jeunes qui travaillaient avec moi. Et ils attendaient, ils me le disaient, de partir dans l'Africa Corps. Ils s'attendaient d'être enrôlés et partir en Afrique. Pour eux, c'était un exploit.
pouvoir voyager comme ça, loin, en Afrique, vous vous rendez compte, c'était une occasion. Et après ce mois de travail, vous avez été transféré dans un Oui, dans un j'étais autre camp. transféré dans un autre camp. Alors, le premier camp, c'était en plein dans une forêt, lorsqu'on travaillait sur l'autoroute. Le deuxième, c'était en plein dans une ville, au centre d'une ville, la ville de Chemianowice, le nom polonais, parce qu'ils ont tout changé, les noms, ils ont mis le nom allemand, c'est devenu Laurahütte en allemand. Et là, je suis resté 6 mois. Là, c'était dans une usine métallurgique polonaise qui devait être démolie. Nous, on a déblayé, démoli. Et après, il y a eu de fondations de construits pour construire une usine moderne d'armement. Nous, toujours dans tous les camps où nous étions, dans les usines ou les chantiers, c'était toujours en liaison avec l'effort de guerre. On nous a fait faire des choses pour soit construire des usines, démolir des vieilles, et pour pouvoir, pour la guerre. Et comment étaient les conditions de travail et les conditions de vie? Alors, les conditions de travail, vous savez, nous, on n'a pas été gazés, mais nous étions condamnés à mourir aussi. Pas par les gaz, mais par le mauvais traitement, par le dur travail, par la faim, les maladies. En fait, les 71 que nous étions descendus, on devait tous mourir. Et c'était même, vous savez, programmé, calculé. Nous, à l'époque, on ne le savait pas. On s'est petit à petit rendu compte. Mais surtout, c'est que je suis après la guerre. Vous savez, nous avons été recueillis à l'hôtel du Tessia pour recevoir nos papiers, puisqu'on n'avait rien. Et c'est là que j'ai appris qu'il y avait de notre convoi que 8 survivants. Sur les 71 qui sont descendus, il n'y en a que 8 qui ont survécu. Parce que les conditions de travail étaient très, très dures. Très dures. Et vous mangiez assez ou comment ça se passait? Pas seulement on ne mangeait pas assez, mais la nourriture, c'était pire qu'une nourriture de cochon. Vous savez, les pains qu'on nous donnait, il y avait la moitié des pailles. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler comme travail supplémentaire à l'infirmerie. Et le médecin, il avait, après les fouilles qu'il y avait, il avait un microscope. Et une fois, il a retrouvé que dans le pain qu'on nous donnait, il y avait des morceaux de paille. Il pouvait retirer de la paille broyée qui était faite avec une espèce de farine qui était une colle. Il nous donnait ces pains à partager par 6, qui aussi étaient faits pour nous chicaner, parce que ces pains ne pouvaient pas se couper, ça se tombait en miettes. Il nous donnait ces pains à partager au même moment, le matin, où on devait se mettre dans le rang pour se laver. Alors c'était ou se laver ou avoir un morceau de pain. La plupart du temps, on préférait manger puisqu'on commençait à avoir faim. Très vite, on était affamés. Alors ça fait que, comme pendant des mois, on ne se lavait pas, on commençait à avoir des maladies, des furoncles, les morts. Très vite, on a commencé à avoir des décès. Alors les décès, très souvent, mouraient la nuit. Le matin, il fallait les sortir des lits, ceux qui étaient morts. Les personnes âgées, vous savez, les personnes de 40 ans, c'était d'abord, devenaient des vieillards. Moi, étant jeune, j'ai pu, comme volontaire, donner un coup de main à l'infirmerie, sortir les malades. Vous savez, surtout les malades qui allaient à l'infirmerie, qui étaient fatigués, qui n'en pouvaient plus, ben, eux, ils mouraient les premiers. Et comme à l'infirmerie, il était toléré qu'un certain nombre, alors il y en a souvent qui traînaient pour aller au travail le matin, ils n'avaient pas plus de force pour marcher. Le soir, on ramenait leurs cadavres du chantier. Ils mouraient dans la journée. Il y avait la marche 5 par 5 vers le camp, et derrière cette marche suivait un groupe avec des brouettes. Les morts et les blessés, on les ramenait dans des brouettes. Il n'y avait pas d'autre façon de les ramener.
Et vous, vous avez été malade? Vous avez, Non, j'ai pas été malade. Je peux dire que quand j'étais libéré par les Américains, j'ai pesé 37 kilos. Mais je n'ai pas jamais été malade, quoique mon poids normal a été de 65. Je n'ai pas été malade et j'ai même eu une autre chance qui était, vous savez, quand on était bombardés à partir de 1944, c'était épouvantable. Et nous, les Juifs, nous n'avions pas le droit d'aller dans les abris. Chaque abri, il y avait marqué « Verjuden verboten ». Nous, il n'était pas question. Il fallait qu'on se débrouille. Se débrouiller, on se mettait sous des tables, vous savez, dans des groupes. On ne savait pas comment faire. On se tenait quand on entendait siffler les bombes. Et combien de fois j'ai vu des camarades tout près de moi, 1 mètre, 2 mètres de moi, déchiquetés par des éclats. Vous savez, il suffisait qu'une bombe tombe à des dizaines de mètres, il y a des éclats qui partaient dans tous les sens. Et ce sont ces éclats qui tuaient le plus gros. J'ai vu des camarades déchiquetés. Et moi, je n'ai jamais été blessé. J'ai eu une chance exceptionnelle. il y avait de la solidarité dans le camp? Il y avait des gens qui vous ont aidé? Oui, il y avait de la solidarité. Seulement, c'est pas une solidarité organisée. C'était parce que d'abord, il y avait une question de langue. Là où je suis resté le plus longtemps, c'est à Blechhammer, le camp de Blechhammer. Nous étions 5000 détenus. Et nous travaillions à 5 km du camp. On marchait tous les matins, 5 km aller, le soir 5 km de retour. Et la solidarité, c'était surtout, par exemple, entre Français, entre Juifs polonais, c'était plus à cause de la langue, à cause de ce qui nous rapprochait du fait que nous venions de la même... malgré qu'on était tous des Juifs, mais à Blechhammer, il y avait 25 nationalités. Les Hollandais entre eux, ils parlaient hollandais, forcément. Vous savez, il y avait tout. Hein, et quand les Grecs sont arrivés, je me rappelle, on ne comprenait rien. Ils parlaient entre eux, c'était pour nous un espèce de... Il y en avait beaucoup qui sont arrivés d'un coup. Quand arrivaient les Hongrois, c'était pareil, ils ne comprenaient pas, mais certains parlaient yiddish. Alors la possibilité de se comprendre en yiddish, ça c'était notre langue commune, mais pas absolue, puisque certains ne le parlaient pas. Il y a des gens qui vous ont personnellement aidé, qui vous ont... Moi personnellement, je peux vous dire, j'ai jamais reçu le moindre morceau de pain, ni d'un Allemand, ni d'un Polonais. J'ai réussi à changer. Parce que sur le chantier, j'ai travaillé pas loin, des prisonniers de guerre français. Et eux recevaient des colis. Et par les prisonniers de guerre, on a pu de temps en temps recevoir quelque chose. Moi, j'ai eu la chance, là encore, de recevoir par un prisonnier de temps en temps une boîte de sardines. Alors, de temps en temps, cette boîte de sardines, je changeais avec un Polonais pour avoir du pain, vous savez. Même une fois, je l'ai changé pour lui, pour le prisonnier, parce qu'eux non plus n'avaient pas du bon pain dans le camp. Et comme des sardines, ils en avaient beaucoup, et à force d'en manger, c'était même écœurant. Donc on changeait ça contre du pain. Ça, c'était un espèce de commerce. Mais donner, c'est-à-dire recevoir quelque chose, lorsque sur le chantier, des Polonais déballaient leur casse-croûte, et qu'un Polonais qui mangeait, nous, à midi, on n'avait rien, on n'avait que le matin et le soir. Et nous, on était là, assis, on se retournait pour ne pas les voir manger. Jamais on m'a donné une tartine, jamais. Ça veut dire que vous aviez des contacts avec les prisonniers de guerre? Oui, on n'avait pas le droit, mais on avait. Moi, je pouvais l'avoir du fait que j'étais interprète. Sur ce chantier, souvent, il y a des Français, vous savez, des prisonniers français qui connaissaient l'allemand, mais qui faisaient semblant de ne pas connaître. Parce qu'ils se rendaient compte que ça les embête, les Allemands. Quand ils parlaient, par exemple, il y en avait un sur le chantier, lui, il ne restait pas en place, il allait toujours se promener, et l'Allemand lui disait, l'autre ne comprenait pas. Il faisait semblant de ne pas comprendre. Alors ils sont venus me chercher pour lui dire qu'il faut qu'il reste à sa place, travailler à cet endroit. Et donc
Et de ce fait, j'ai pu parler avec des Français, avec des prisonniers de guerre. Et de ce fait, j'ai pu aussi recevoir, j'ai reçu de la nourriture. Il y avait, à propos de la solidarité, de petits groupes de solidarité, c'est-à-dire qui s'entraidaient. Comme moi, je vais toujours, d'abord, au début, c'était avec un Hollandais. Du fait que je parle hollandais, vous savez, j'étais élevé à Anvers, le flamand, c'est la même langue. Alors, entre le Hollandais et moi, était née une amitié et on a partagé quand on avait quelque chose de supplément. Mais malheureusement, le Hollandais, il est mort dans un accident de travail. Vous savez, les accidents de travail étaient pas seulement quand on travaillait dur, mais les métiers les plus dangereux, ils nous donnaient à nous. Le travail le plus, et parfois même il le fait exprès certainement, parce qu'il voulait nous anéantir, nous tuer par le travail. Lorsqu'on portait des poids à 8 mètres du sol sur le chantier, sur des échafaudages, avec des brouettes, des briques, toutes sortes de trucs, il y avait des planches qui n'étaient pas larges, et en Pologne, vous savez, dès octobre, il commençait à geler. C'était glissant de marcher sur ces planches. On avait des camarades qui sont tombés avec les brouettes. On a eu beaucoup d'accidents. Et vos parents, vous les avez jamais revus? J'ai jamais revu mes parents. Vous savez, mes parents, c'est leur drame. Pour nous sauver, nous, parce qu'on était malades quand on était gosses là-bas, en Palestine. Ils sont revenus en Europe, pour nous. Et nous sommes sortis parce que même mes frères, qui n'étaient pas déportés, qui étaient cachés, un était dans la résistance, mais le petit a été caché dans le Midi. Nous sommes là tous les 5. Et eux, ils ont disparu, mais atrocement. J'ai appris, parce que moi j'ai fait beaucoup de voyages à Auschwitz, je vais avec des convois, on part en avion. C'est autre chose, comme maintenant quand on va là-bas, je vais souvent avec des lycéens, pour leur montrer, pour leur parler là-bas. Et j'ai appris pour le 27e convoi, ce qui s'est passé en 42, à partir de mi-42, jusqu'à début 43, il n'y avait pas assez il y avait beaucoup de chambres à gaz, mais pas assez de fours crématoires, parce que à cette époque arrivaient beaucoup, tous les jours, des milliers. Et vous savez, ça va plus vite de tuer quelqu'un que de le brûler, Alors, à ce moment-là, ils ont fait des fosses et ils ont jeté les cadavres dans la fosse. Comme c'est un terrain marécageux, l'eau a monté et les cadavres sont restés des mois dans l'eau. Et à l'époque où mes parents étaient déportés, je l'ai su, là-bas, ils ont été jetés dans ces fosses. Seulement ce qui s'est passé, depuis 1943, lorsque les Allemands, après Stalingrad, se sont rendus compte qu'ils peuvent perdre la guerre, parce que jusque-là, j'étais sûr, ils vont gagner. Alors ils sont fichés qu'il y a des dizaines de milliers de cadavres dans ces fosses. À partir de janvier-février 1943, ils ont fait sortir tous ces cadavres par des Sonderkommandos, c'est-à-dire par des détenus qui arrivaient. Ils choisissaient le plus fort pour faire ce travail et faire des bûchers. J'ai eu l'occasion de parler avec un homme des Sonderkommandos qui m'a raconté. À deux, ils sortaient les cadavres. Des cadavres qui sont restés des mois dans l'eau. Les bras et les jambes sont décollés du corps. Quand il m'a raconté ça, je me suis dit, mais mes parents étaient là. C'est ça qui est arrivé, c'était ça leur fin. Vous savez, c'est le truc que j'ai appris, je ne sais pas en parler à mes frères et sœurs. Excusez-moi.
vous avez été libéré. Ah, pardon. Oui, j'étais libéré à Buchenwald, ensemble avec un camarade. Vous savez, moi j'ai toujours eu un camarade, je me suis fait un camarade, c'était un besoin. Et là aussi, nous nous sommes partagés quand on avait quelque chose entre nous, supplément. Ça nous a beaucoup aidé. Nous avons quitté la Haute-Silésie, le camp de Blechhammer, en début janvier, quand les Russes ont commencé l'offensive. Quelle année? Début janvier 1945. Hein, l'offensive russe. C'est là qu'on nous a fait faire la marche. De Blechhammer, nous sommes partis 5000 hommes, et nous sommes arrivés à Gross-Rosen. Nous n'étions plus que 800 à l'appel. Tous les autres... Combien de kilomètres? Il y a 200 km. Nous avons marché 10 jours dans la neige, à moins 25 sous zéro, habillés en pyjama, en recevant aucune nourriture. Tout ce qu'on a pu manger, c'était en passant devant des potagers au bord de la route, écarter la neige, qui était gelée. Vous pensez, cette neige était dure, à 25 degrés sous zéro. Les climats en Pologne n'étaient pas du tout les mêmes comme en France. On a mangé du chou pourris, des choux gelés. C'était notre... Et encore, on n'avait pas le droit. Si on était surpris, ils nous tuaient. Souvent, on a vu des potagers en passant, et on a vu des camarades avec du sang dans la neige, parce qu'ils ont tiré sur eux, parce qu'ils cherchaient dans le potager de trouver des carottes, c'est quelque chose à manger. Alors là, nous sommes arrivés d'abord à Gross-Rosen. Nous sommes restés que quelques jours, et de Gross-Rosen, ils nous ont mis dans des trains transport de charbon, qui servaient de transport de charbon, pour nous emmener jusqu'à Buchenwald. Nous sommes arrivés à Buchenwald tous comme des nègres, parce que la poussière des charbons, vous savez, on est resté le temps qu'on reste dedans. Et le Buchenwald, nous sommes restés jusqu'à début avril. Et début avril, j'ai fait connaissance avec un détenu allemand. Il y avait de toute l'Europe de détenus. Là, on n'était plus que des juifs. Les autres camps en Silésie, c'était des camps que pour juifs. Mais à Buchenwald, il y avait de tout. Et même des Allemands. 3 baraques au bord de la place d'appel, c'était des Allemands qui étaient déjà arrêtés au début, quand Hitler a pris le pouvoir. Ils étaient d'abord à Dachau, et après ils étaient emmenés en 37 ou 38 pour construire, c'est eux qui ont construit Buchenwald. Des politiques. Des politiques. La plupart c'était des communistes et des sociaux-démocrates. C'était des adversaires du régime. Et j'ai fait connaissance avec un capot allemand, qui était un brave homme, qui était un communiste. On m'appelait Coco dans les camps. C'est un nom que j'ai acquis dans l'infirmerie. Et lui, entendant appeler Coco, il a pensé que j'étais communiste. Parce qu'il a entendu que les communistes ont dit que c'était des cocos. Et c'est comme ça qu'on est devenus des copains. Et au moment où les Américains sont approchés du camp, il est venu nous voir. Le copain avec qui j'étais, c'était Walter Spitzer. Vous savez, le peintre, je ne sais pas si vous connaissez. Nous sommes tenus ensemble. Et il nous a dit que de venir dans sa baraque, comme on parlait tous les deux allemand, il nous a procuré des vêtements civils. Et les Allemands devaient être évacués. Nous sommes partis en évacuation avec eux, en civil. Mais nous devions nous évader avant la nuit. Parce que si on était découverts, nous on était tatoués d'Auschwitz, c'est facile. En plus, nous on est circoncis. Les Allemands, ils ne le sont pas. Il fallait se sauver. Et la nuit est venue, on s'est caché dans un buisson. On est resté quelques jours dans ce buisson, Walter et moi, jusqu'à ce que les Américains arrivent. Quand on a vu le premier char américain, vous pensez... On a couru vers eux, on a failli se faire tuer, mais comme ils ont vu notre allure, ils ont dû se douter qu'on venait de Buchenwald, parce que eux, la veille, ils ont visité les camps de Buchenwald. Ils ont vu ce qui s'est passé là-bas. Nous avons, grâce à Walter, parce que lui, avec ses dessins qu'il faisait, ses croquis, il a fait connaissance des officiers d'un groupe, d'une section de
de l'armée américaine, et ils nous ont proposé de les rejoindre, parce qu'on parlait tous les deux anglais et allemand. Et de ce fait, nous avons intégré l'armée. Ils nous ont habillés en américains. C'était ça notre libération. C'est pour ça que je savais que je pesais que 30, pas tout à fait 37 kilos. Mais vous parlez combien de langues? Parce que vous parlez le flamand, vous parlez le polonais, vous parlez yiddish, vous parlez français, vous parlez anglais. Anglais, oui. Et je parle polonais. Les langues, finalement, vous ont beaucoup aidé dans... Ah, mais bien sûr. Ça faisait partie aussi. Vous savez, j'avais de la chance, comme j'ai dit tout à l'heure. Et j'avais aussi le fait de pouvoir parler facilement, là où il fallait, et aussi du fait que j'ai pu travailler à l'infirmerie. Ça aussi, parce que ce travail me donnait que le matin, j'avais un morceau de pain en plus, et le soir, une assiette de soupe. Et c'est peut-être aussi pour ça que je n'ai pas été malade, parce que j'avais un petit peu plus de nourriture que les moyens. La nourriture qu'ils nous donnaient, c'était programmé, calculé. On devait normalement pas survivre 3 mois. Et tous ceux qui ont survécu plus, c'est parce qu'ils ont réussi à se débrouiller. Et lorsque vous avez été libéré, donc vous avez suivi l'armée américaine? Absolument. J'ai suivi. Et quand on est arrivé du côté de Munich, à Rosenheim, c'est là le capitaine, parce que moi je l'ai raconté au capitaine que j'ai laissé des frères et sœurs en France. Il m'a dit, voilà, il y a un groupe de 7 soldats qui ont une permission de quelques jours pour aller à Paris. Si je veux aller avec eux, comme ça je pourrais me renseigner ce qu'ils sont devenus mes frères et sœurs. Alors je suis parti avec eux. Normalement on devait avoir 3 jours de permission, mais comme nous sommes arrivés à Paris le 8 mai, alors notre permission a été prolongée de 2 jours de plus. C'est là que j'ai appris que mes frères et sœurs sont en vie, ils sont à Moissac. Parce que le siège social des éclaireurs israélites, l'école où ils allaient à Moissac, c'était par les éclaireurs israélites de France, qui étaient dirigés, je ne sais pas si vous connaissez, Chataï Bouli, qui se sont connus. Et c'est eux qui ont, au moment où commençaient les rafles, ils ont caché tous les enfants dans différents endroits. Donc les enfants ont survécu. Une fois la guerre finie, ils sont tous revenus dans ce foyer. Et c'est comme ça que j'ai appris qu'ils sont dans le foyer de... Là, vous avez appris ça à Paris, quand vous êtes J'ai appris ça avenue de Ségur, là où il y avait le siège social des EI à l'époque. Mais après 5 jours, je suis retourné... Avec l'armée américaine. Oui, parce que je ne pouvais pas laisser déjà... je n'étais normalement pas mobilisé. Ce que je faisais était volontaire. Mais de toute façon, j'ai dit au capitaine, je reviens, donc il fallait que je retourne. Mais beaucoup à cause de Walter. Je me suis dit, Walter, je vais pas... Walter, il voulait venir à Paris. Parce qu'il voulait aller aux Beaux-Arts. À l'époque, Walter avait à peine 17 ans. Donc je suis retourné les chercher. Et fin juillet, lorsque la compagnie a été dissoute, c'est-à-dire était ramenée à Paris, en France, c'est là qu'on leur a dit au revoir. Et c'est habillé en américain que nous sommes partis, on a pris le train vers Moissac. Donc là, vous aviez décidé de vous installer en France, d'une certaine manière. Ah oui, de toute façon, sachant à partir du moment que j'aurais pu partir avec les Américains, hein, ils m'en l'ont proposé. Sachant que mes frères et sœurs sont en France, et sachant déjà, je savais que mes parents sont morts, je ne voulais pas me séparer de mes frères et sœurs. Je suis parti à Moissac, après on a vécu pendant quelques années à Agen, dans le Lot-et-Garonne. Oui, Lot-et-Garonne. Comment ça s'est passé? Vous avez repris des études? Non, j'étais obligé de travailler parce que les études, c'était pas possible. Vous savez, on n'a pas été aidé à l'époque. On n'a pas seulement pécuniairement, mais même aujourd'hui, quand il y a un avion de détourné et quand c'est terminé, il y a des psychologues qui vont discuter avec ceux qui ont été
qui ont été détenus pendant quelques heures seulement. À l'époque, tout ça n'existait pas. Nous étions abandonnés à nous-mêmes. Et comme mes frères et sœurs étaient mineurs, moi j'avais 23 ans, je suis devenu leur tuteur. Il fallait se mettre au travail. Alors en électronique, il n'y avait rien. Je ne pouvais pas trouver. J'ai travaillé comme mécano, j'ai fait toutes sortes de métiers. Jusqu'en 50, la vie était dure en France. Pas seulement pour nous, mais pour tout le monde. La France était sinistrée. Hein. Il y avait des tickets pour la nourriture, il y avait chômage. Malgré les destructions, il y avait beaucoup de chômage. En fait, vous étiez le chef de famille. Je suis devenu chef de famille. En 1947, j'ai rencontré ma femme. Je venais souvent à Paris à l'époque. J'ai rencontré ma femme et nous sommes mariés. Nous avons eu 2 enfants, je crois que je l'ai dit. Maintenant, j'ai 3 petits-enfants. Vous êtes installé à Paris À Saint-Maur. À Saint-Maur. Oui. Et votre famille est aussi restée autour? Oui, ma famille est, vous savez, un peu éparpillée en France. La plupart sont dans l'éducation nationale, mais mes neveux, parce que mes frères et sœurs sont tous à la retraite. Mais j'ai des neveux, j'ai des petits-enfants qui sont dans la vie active. Il y en a qui sont à Montpellier, d'autres à Marseille, en Normandie. Mais une fois par an, voyez-vous, notre famille se réunit à l'Isaac. À l'Isaac, là où qui était notre dernier domicile avant d'être arrêté. Toute la famille, pratiquement, chaque année. Quand est-ce que vous avez commencé à en parler, à participer à des voyages avec des lycéens, etc. Oui, tant que j'étais dans la vie active, je tenais que vraiment rarement parler. Mais j'ai commencé à parler surtout à partir du moment où je me suis rendu compte qu'il y a des négationnistes qui nient que tout ça n'a pas eu lieu, que ça a été autrement. Alors ça nous a traumatisés, je dois dire. Que des gens puissent aller jusqu'à dire que c'est des mensonges. C'est pourquoi j'ai commencé déjà, à chaque fois qu'on me le demandait, d'en parler. En parler à part avec mes frères et sœurs, parce qu'à la maison, vous savez, à la maison, avec mes enfants qui mangeaient, on mangeait parfois ensemble, ou mes petits-enfants, quand on voyait un film qui touchait ces sujets, il y avait toujours une discussion après. Ou quand on lisait un livre, on se le passait, après on discutait. Forcément, on me posait des questions. Je répondais. Mais je ne cherchais pas moi-même à mettre les sujets sur la table. Alors qu'à partir du moment où il y avait des négationnistes, et là, on commençait beaucoup plus à en parler. Je me suis rendu compte que, comme beaucoup de déportés à l'époque, qu'il faut en parler. Et surtout, à partir du moment où je n'ai plus travaillé professionnellement, je me suis donné de plus en plus. Nous avons une amicale, une union maintenant, parce qu'il y avait beaucoup d'amicales. Chaque clan avait une amicale. Maintenant, comme nous sommes très peu nombreux, alors on a fait l'union des amicales d'Auschwitz. J'en fais partie. Et je suis aussi à l'amicale de Buchenwald, mais là, je ne fais pas grand-chose. On ne peut pas être partout. Par contre, à l'amicale d'Auschwitz, là, je suis actif. Je vais dans les écoles. Je vais même, du fait que parmi nos camarades, vu l'âge, tous n'ont pas la santé pour pouvoir se déplacer. Là, lundi dernier, j'étais à Auch, dans le Gers. J'ai pris le train jusqu'à Agen, et d'Agen avec un autobus. Vous savez, il faut se lever très tôt, pour 2 heures d'intervention dans un lycée, j'ai fait beaucoup d'heures de voyage. Je l'ai fait parce que je peux le faire, et tant que je pourrais. L'année dernière, j'étais à Bagnères de Bigorre, vous voyez, juste dans les Pyrénées.
Et surtout, ce qui est le plus dur, c'est je vais souvent à Auschwitz. Là, mercredi, j'étais à Auschwitz. Vous êtes allé combien de fois? L'année dernière, 12 fois. Mais cette année, j'irai certainement plus. J'ai déjà pas mal sur le planning. Et aussi, j'ai quelques voyages en prévision par des bus, avec des cars. Parce que quand on va par avion, on part très tôt le matin, on revient le soir. C'est dur, ça dure une journée. Mais là, pour le mois d'avril, j'ai 8 jours. Un voyage qui va durer 8 jours. On va passer à Prague et on va visiter pas seulement le camp d'Auschwitz, Birkenau, mais aussi les quartiers juifs pas de Cracow, oui, Cracovie. Mine de sel, tas de choses qui est à voir. Alors 8 jours, on a le temps de voir. Ça, ce sont des voyages plus difficiles. Moi, j'ai 82 ans, je veux voyager avec des lycéens, des jeunes qui sont à peine adultes, qui ont 17 ans. Mais le sentiment de retrouver ces lieux pour vous, comment est-ce que c'est vous très vivez? dur. C'est dur. Celle qui me fait beaucoup plaisir, c'est de voyager avec eux, c'est même de coucher dans des auberges de jeunesse, ou même on traverse l'Allemagne la nuit, dans le car, on dort dans un car, c'est pas comme dans un lit, mais je l'ai fait avec, je veux dire le mot plaisir, je peux pas le dire, mais avec une satisfaction, parce que je vois les résultats. Vous savez, j'ai un dossier avec des lettres que je reçois après, et ça me donne beaucoup de courage. C'est pourquoi je crois que je vais continuer à le faire tant que je peux.